Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une nouvelle Magic rubrique. Aujourd'hui, je vais vous proposer les bases pour pouvoir commencer à jouer à Magic. C'est-à-dire que tous ceux que Magic interpelle, que ce soit par l'illustration, l'univers, ou même le jeu, tout simplement, qui ont envie de se procurer un deck et qui ne savent pas comment s'y prendre pour commencer, je vais vous donner les bases aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention de vous expliquer aujourd'hui toutes les règles, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc là ça va pas être possible, mais au moins, si vous arrivez à vous procurer un deck Magic, vous saurez comment faire pour jouer. Donc ça peut peut-être en intéresser quelques-uns parmi vous. En tout cas, j'ai sélectionné pour vous 2 decks de la 8e édition. Ce sont des decks qui datent pas d'hier. Ce sont des préconstruits connaisseurs, des préconstruits de 40 cartes qui sortaient donc à l'époque. À chaque fois qu'on avait une édition qui sortait, on avait des decks connaisseurs qui permettaient justement aux joueurs novices d'aborder Magic facilement. C'est pourquoi j'ai choisi ces decks. J'ai choisi ces decks également parce qu'à l'intérieur de chacun d'eux, il y a les différentes cartes qu'il faut que je vous présente, et dont je vais vous expliquer en fait l'utilité dans le jeu. Voilà. Alors Magic, pour commencer, Magic c'est un univers, c'est un jeu qui a été créé par Richard Garfield à la base, donc voilà, c'est un gars qui a créé d'autres jeux, comme Robot Rally, comme le Grand Dalmouti. C'est un mathématicien le gars, donc voilà, il sait de quoi il parle, et voilà, il a créé ce jeu, et ce jeu a pris vraiment, est devenu super populaire, quoi, un truc de dingue. Tout le monde, il y a toutes les catégories de personnes, tout âge confondu, tout milieu social confondu, peuvent jouer à Magic. Enfin, c'est un truc de fou, Magic, quoi. Voilà, bref. C'est aussi tout un univers Magic, parce qu'il y a des bouquins qui sortent, voilà, avec les apparitions des blocs, avec les apparitions des planes, chacun a son histoire, etc., etc. Donc il y a des bouquins Magic qui existent. En tout cas, moi, à l'époque où je jouais, à chaque fois qu'un bloc sortait, il y avait des bouquins. Faut que je vous explique maintenant la différence qu'il y a entre un bloc et une édition. Une édition, ce sont des cartes génériques, c'est-à-dire que des cartes qu'on retrouve assez fréquemment. Et les blocs, ce sont des, comme on va appeler ça, des univers parallèles avec des cartes beaucoup plus spécifiques qui collent à cet univers qui sortent. Et en général, je dis bien en général, les blocs sont composés de 3 parties. Enfin, en tout cas, à mon époque, ils étaient composés de 3 parties. Là, je peux constater qu'actuellement, c'est pas forcément le cas. Voilà. Ce que je trouve un petit peu dommage, parce qu'à l'époque, il y avait une espèce de, je sais pas, d'engouement. À chaque fois, on se disait, voilà, on a la première partie du bloc qui sort, qu'est-ce que va donner le prochain, etc. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours le cas à l'heure actuelle, puisque là, Eldraine et Theros n'ont absolument rien à voir. Mais apparemment, Theros, il y avait déjà une édition Theros qui est sortie, et là, ça serait la suite. Donc voilà. Mais tout ça est lié à une histoire, ça c'est une certitude. Donc, en fait, Magic, c'est quoi ? Vous êtes un magicien. Vous avez une gamme de sorts. Donc c'est à partir de là que vous allez choisir vos cartes, votre couleur, déjà pour commencer. Je vais vous expliquer aussi les tenants et les aboutissants des différentes couleurs. Donc vous allez choisir votre couleur, ou vos couleurs, parce que vous pouvez jouer plusieurs couleurs ensemble, mais ici, comme on débute, on va choisir des monocouleurs. Vos cartes, donc qui vont constituer votre deck, d'accord ? Et vous allez affronter un autre magicien. Et à travers votre deck, donc votre deck sera votre bibliothèque de sorts. C'est-à-dire tous les sorts que vous, en tant que magicien, vous connaissez. En tant que magicien, vous avez 20 points de vie. Votre adversaire également. Le but du jeu, c'est de faire descendre les points de vie de votre adversaire à 0. Voilà, sur le principe, c'est pas trop compliqué. Voilà. C'est après qu'il faut bien intégrer la suite. Alors on va parler d'abord des couleurs. Je parlerai pas de l'incolore ici parce que justement ce n'est pas une couleur, je vais juste vous parler des 5 premières couleurs, les 5 couleurs majeures de Magic. Tout d'abord on a le blanc. Le blanc qui est rattaché aux plaines. Vous avez des terrains aussi dans Magic, je vous expliquerai ensuite à quoi ça sert, mais c'est rattaché aux plaines. Le blanc c'est quoi ? Ce sont des créatures à faible coût pour la plupart, mais plutôt puissantes, c'est-à-dire qui arrivent vite sur le champ de bataille, qui attaquent vite et qui peuvent faire très mal. Autre chose aussi sur le blanc, c'est que vous avez
comment dire, là on voit par exemple, c'est un deck à thématique qui s'appelle plein d'énergie, et dans le blanc, vous avez beaucoup de possibilités de récupérer des points de vie, vous en tant que magicien, hein, pas vos créatures. Et vous avez également dans le blanc une capacité qui s'appelle l'initiative qu'on retrouve assez régulièrement. Hein. Voilà, donc ça, c'est spécifique au blanc. Et vous avez également, comme créature dans le blanc, les créatures majeures sont les anges. Voilà, blanc, ange, c'est pas trop compliqué à retenir. Hein. Ensuite, en deuxième couleur, on a le bleu. Hein, je vous les donne dans l'ordre. Donc le bleu qui est en lien bien sûr avec les îles. Donc ça, ce sont les terrains, mais c'est également en lien aussi avec le ciel. Hein. Le ciel bleu, l'eau bleue, voilà. Donc l'eau n'est pas bleue à de base, hein, c'est juste le reflet du ciel dedans. Mais c'est un ensemble hein, qu'on retrouve, puisqu'il y a énormément de créatures avec le vol dans le bleu. Hein, c'est ce qui fait sa force en termes de créatures. Il y a des créatures très puissantes dans le bleu, mais qui coûtent relativement cher. La tactique du bleu, contrairement aux autres couleurs, c'est plutôt d'être dans l'attente. Hein. Attendre de voir ce que va faire son adversaire, contrer ses sorts, renvoyer des créatures dans sa main, ou dégager certains de ses sorts, pour pouvoir à un moment donné, quand on a assez de mana, pour poser des créatures plus puissantes, qui ont pour la plupart en général le vol, hein, ça c'est inhérent au bleu, et pouvoir justement terminer son adversaire alors qu'on a beaucoup de mana devant soi. Donc en général, le bleu se joue après la phase d'attaque. Ça, on va en parler après. Capacité du bleu, donc surtout le vol. On a les contres. Hein. Beaucoup de contres en bleu. Beaucoup de types de contres différents. Voilà. Ensuite, on a le noir. Le noir qui est en lien avec les marais et avec ce qu'inspirent les marais, c'est-à-dire les ténèbres. Donc dans le noir, on a des petites créatures qui sont pas forcément très puissantes, mais qui sont enquiquinantes. Voilà. Dans le noir, c'est très très basé sur les créatures, parce qu'on a plein de types de créatures qu'on aime bien, hein, du genre les vampires. Ça, c'est les créatures les plus puissantes en noir, quasiment, avec les démons. On trouve aussi des démons en noir. On trouve aussi des zombies. Voilà. Donc, parce que avec le noir, on peut jouer avec le cimetière. Le cimetière est l'endroit où vous mettez vos cartes utilisées. C'est-à-dire, c'est les sorts que vous avez jetés, ou vos créatures mortes, elles vont dans le cimetière. Et avec le noir, vous pouvez jouer avec le cimetière. C'est ce qui fait sa force. Par contre, le noir coûte cher à jouer. Hein. Donc, soit vous le combinez à d'autres couleurs pour avoir plus de mana, c'est-à-dire de l'énergie, parce que pour pouvoir jouer vos sorts, il vous faut de l'énergie, et c'est là qu'interviennent vos terrains, vous voyez. Soit effectivement, vous devez avoir un deck noir bien construit, de façon à ce que votre adversaire ne puisse pas trouver de faille, hein, jusqu'à temps que vous puissiez sortir la créature qui va bien. Donc le noir est assez varié. À l'époque, une des caractéristiques du noir, c'était la peur, d'accord, c'est-à-dire que les créatures qui avaient la peur pouvaient passer à travers les défenses de l'adversaire. Voilà. Donc créatures qui étaient avec la peur étaient imbloquables. Là maintenant, c'est plus trop ça en fait. Hein. Vraiment, le truc du noir, c'est de jouer avec le cimetière en majeure partie. Voilà. Ensuite, on a le rouge. Donc le rouge, c'est les volcans, hein, c'est le feu. Voilà. La plupart des cartes rouges, ce sont des créatures agressives. Donc la spécificité du rouge, c'est la célérité, c'est-à-dire que vos créatures, quand elles arrivent sur le champ de bataille, elles peuvent attaquer immédiatement. Et c'est les dégâts directs. Hein. Ça, c'est ce qui vous permet en fait d'infliger des dégâts directement à votre adversaire. Voilà. Sinon, en rouge, on a des créatures plutôt moyennes. Hein, le problème du rouge, c'est de s'essouffler assez vite. Hein, et donc, votre main, du coup, se vide assez vite également. C'est pourquoi il faut arriver à trouver un bon équilibre dans le deck. Et pour terminer, on a le vert. Donc, le vert, c'est tout ce qui est en lien avec la forêt. Hein. Alors, les créatures vertes, leur spécificité à elles, c'est le piétinement, c'est-à-dire que par rapport au nombre de points d'attaque qu'elles ont, si ça va au-delà de la créature qui défend, au-delà des points de défense de la créature qui défend, on a des points de vie, plus exactement, et ben on touche directement l'adversaire. C'est ce qui s'appelle le piétinement. Et le gros avantage du vert aussi, c'est l'apport en mana, c'est-à-dire en énergie. Vous allez avoir rapidement de l'énergie pour dépenser des sorts qui coûtent cher, mais qui font très très mal. Hein.
Donc là, ici, on a un deck vert, on a un deck blanc. On va ouvrir celui-ci, parce que avant d'apprendre à jouer, il faudrait peut-être déjà connaître les différents types de cartes. Hein. Ici, on a donc les terrains. Les terrains sont configurés en général de cette manière. Vous avez donc le dessin du terrain ici, et vous avez le logo du terrain. Donc ici, on voit clairement un arbre, hein. Il s'agit d'une forêt, c'est donc du mana vert. Ok ? C'est l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir jouer vos sorts. D'accord ? Ici, vous voyez par exemple que sur cette carte, il y a indiqué ici 2 forêts plus 1 incolore. Ça veut dire en gros quoi ? Ça veut dire que pour pouvoir jouer ce sort, il vous faut 2 manas comme celui-ci obligatoirement, puisqu'on vous les demande ici. Et l'incolore représente en fait n'importe quelle couleur. C'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation de mettre vos 2 forêts, ok ? Mais par contre, pour la prochaine, si vous jouez un bicouleur par exemple, vous pouvez très bien mettre un mana d'une autre couleur sans problème. Et donc on retrouve cette mécanique pour toutes les couleurs. Des fois vous avez des cartes double type hein, qui vous demandent expressément d'avoir un type de mana et un autre type de mana en particulier, et après de l'incolore. Et quand c'est de l'incolore, c'est n'importe quelle couleur qui fait l'affaire. Donc ça, c'est dans votre deck, hein, c'est indispensable pour jouer car c'est votre énergie, c'est ce que vous allez dépenser pour pouvoir jouer des sorts. Les terrains ne sont pas des sorts, ce sont votre énergie, votre mana. D'accord ? Quand on parle de mana, on parle de ça. Voilà. Donc, premier type de carte, certainement le plus important. Il s'agit ici du terrain. Ensuite, on a... Ensuite, on a les créatures. Comment peut-on déterminer les types de cartes différents ? C'est très simple, c'est indiqué ici. D'accord ? Des fois, vous avez des effets, vous avez des sorts qui indiquent un type de créature, ou qui jouent sur le partage de types de créatures. D'accord ? Ici, par exemple, vous avez une créature, donc là, c'est indiqué, hein, créature. Et ici, c'est un elfe et druide. Donc, c'est 2 types de créatures en même temps. Ok ? Vous voyez qu'ici, c'est un pionnier elfe. On voit ici une belle illustration, et on voit également que ça vous demande un mana vert. Ensuite, sur les créatures, vous avez cet encadré-là. Le premier chiffre représente la force d'attaque. Et le deuxième chiffre représente les points de vie. D'accord ? Quand 2 créatures s'affrontent, on croise les 2 chiffres. C'est-à-dire point d'attaque contre point de vie. Ok ? Donc lui, par exemple, il y a aussi des spécificités. Toutes les spécificités de chaque créature ou chaque sort sont indiquées ici, dans cet encadré qui est très important. Quand le pionnier elfe arrive en jeu, vous pouvez mettre en jeu un terrain de base engagé depuis votre main. C'est-à-dire en gros que quand lui il arrive, quand vous le posez, vous avez le droit de jouer une carte de terrain de votre main, d'accord, et de la poser engagée. Engagée, c'est quoi ? C'est mettre votre carte dans cette configuration. Quand une carte est dans cette configuration, ça signifie que vous l'avez jouée. Donc c'est visuel. Ok ? Sachant que comme on a le droit normalement de mettre qu'un seul terrain par tour, ok, ça c'est au début de votre étape, enfin de votre tour, vous avez le droit de mettre un terrain. Tous les autres terrains, tous les autres types de mana que vous aurez le droit de mettre ensuite, c'est que du bonus pour vous faire avancer sur votre prochain tour pour pouvoir jouer des sorts plus puissants et plus élevés. Donc voilà à quoi ressemble une carte créature, et comment on le sait, c'est indiqué ici. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre type de carte ? Donc vous voyez qu'on a des créatures, par exemple ici vertes, assez différentes, hein, mais pas trop compliquées à jouer, puisqu'il s'agit ici d'un deck connaisseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme créature ? Comme type de carte, pardon. Ah, voilà. Donc là, on a les créatures. Hop. Ici, on a un éphémère. Vous pouvez le jouer pour une forêt, c'est croissance gigantesque. Comment on sait que c'est un éphémère ? C'est marqué ici. C'est quoi un éphémère ? Un éphémère, c'est un sort que vous pouvez jouer autant sur votre tour que sur celui de votre adversaire. Puisque dans Magic, on joue chacun son tour. D'accord ? Et ici, la créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour pendant lequel vous l'avez joué. Ok ? Donc ça, c'est un boost de créature. C'est-à-dire que ce n'est pas une créature, ce n'est pas quelque chose que vous allez poser sur le terrain, c'est quelque chose d'éphémère, mais c'est également une carte que vous allez jouer par surprise. Par exemple,
Si vous attaquez avec votre créature et que vous la faites bloquer, si vous voulez la conserver et écraser les créatures de votre adversaire, vous pouvez par surprise rejouer ça par-dessus, bien entendu à la condition que vous ayez assez de mana pour le faire sur le terrain. Jouer cette carte sur votre créature qui va du coup prendre plus 3 et plus 3, c'est-à-dire plus 3 d'attaque et plus 3 en point de vie, pour éclater la créature d'en face, et donc dans ces cas-là, prendre votre adversaire par surprise. Ça c'est si vous attaquez, donc c'est sur votre tour. Mais dans l'autre sens, si vous défendez contre une créature adverse qui vous attaque, vous pouvez très bien jouer cet éphémère sur le tour de votre adversaire, d'où son nom, éphémère, et ainsi booster votre créature pour pouvoir, du coup, pareil, prendre par surprise votre adversaire et garder votre créature et exploser la sienne. Hein, car quand vous vous défendez, vous pouvez aussi exploser les créatures de l'adversaire. Hein. C'est-à-dire que vous attaquiez ou que vous défendiez, il y a toujours une issue au combat. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un type de carte qui est très très important. C'est un type de carte qui est énormément joué en bleu, hein, l'éphémère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de carte? Donc là, j'ai un rituel. Alors, un rituel, c'est quoi? Un rituel, c'est un sort que vous ne pouvez jouer que sur votre tour. Hein, d'où le nom rituel. Ici, par exemple, on vous réclame une forêt et un autre mana de n'importe quelle couleur. Vous voyez, un color ici. Ici, c'est quoi le rituel? On va chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base et on met cette carte en jeu engagée et on mélange ensuite la bibliothèque. En gros, ça veut dire que cette carte-là vous permet de rajouter un mana supplémentaire dans votre jeu immédiatement, ce qui va vous rendre d'autant plus puissant, puisque vous allez pouvoir jouer plus rapidement des sorts plus coûteux, donc plus puissants. Voilà. Donc prendre le dessus sur votre adversaire. Voilà. Donc les rituels sont des cartes, des sorts qui ne peuvent être joués que sur votre tour. Les cartes rituelles et éphémères, quand elles sont jouées, elles ne restent pas sur le champ de bataille, contrairement aux créatures, elles vont dans le cimetière. Mais je vous montrerai après la configuration de jeu qu'on doit avoir. Autre carte ici. Ici, on a un enchantement, mais c'est un enchanté créature, c'est-à-dire que c'est une aura. Contrairement aux autres enchantements, les enchantés créatures ou auras vont venir renforcer une créature et rester sur le champ de bataille. Ici, on vous demande, donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, puisque c'est la même carte, 2 forêts plus un autre mana de n'importe quel type. Et lorsque vous enchantez votre créature, toutes les créatures capables de bloquer la créature enchantée le font. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez attaquer avec la créature qui est enchantée par ce sort, toutes les créatures qui sont dégagées en face vont être obligées de bloquer cette créature. Autant vous dire que ce genre d'aura, forcément, va peut-être faire passer à la trappe votre créature, à moins qu'elle soit vraiment très puissante, mais surtout que ça va faire le ménage en face. Donc, c'est pas une aura qui va rester beaucoup en jeu, mais c'est une aura qui est relativement pratique quand vous voulez faire le ménage. Donc, avec le vert, c'est très bien, puisqu'en général, on a des très grosses créatures qui font mal. Et pour finir, on a ici un artefact. Un artefact, c'est quoi? Un artefact, c'est un objet, on va appeler ça comme ça, c'est un objet magique ici en l'occurrence, et un artefact vous demande en général que de l'incolore, c'est-à-dire vous pouvez engager n'importe quel mana, de n'importe quelle couleur que ce soit pour le jouer, et vous voyez qu'ici on vous demande 4 mana, de n'importe quelle couleur. Vous posez cet artefact, et l'artefact lui peut être joué immédiatement après avoir été posé sur le champ de bataille. Ici par exemple vous payez 3, donc 3 incolores ici, et vous engagez l'artefact, c'est important de l'engager ici, et la baguette de ruine inflige 3 blessures à une cible créature ou joueur. Vous voyez ? Donc ces cartes que je vous montre ne sont plus à l'ordre du jour, pour la plupart, parce que maintenant il y a l'arrivée des Planeswalkers, et mine de rien les Planeswalkers ça a changé quand même certaines choses, mais sur le principe de jeu, ça reste la même chose, faut le savoir. Autre type de carte que je peux vous montrer avec ce deck, qu'on n'a pas vu, ce sont les enchantements. Alors, les enchantements, déjà, vous ne pouvez les jouer que sur votre tour. Alors, de base, d'accord, parce qu'après, vous avez des capacités spéciales qui existent en expert, mais là n'est pas l'objet. Mais de base, les enchantements, vous ne pouvez les jouer que sur votre tour, d'accord. Et ce type d'enchantement qui n'est pas un enchantement aura, il n'y a pas marqué enchanté créature ici, il y a juste marqué enchantement. Donc l'enchantement, vous le posez sur le terrain et son effet va avoir un effet, vous voyez, sur toute la partie.
ici il s'agit de l'Antienne Glorieuse. Vous voyez que vous devez jouer 2 plaines plus un mana de n'importe quelle couleur. On voit également une superbe illustration ici d'un ange. Hein. La preuve c'est que c'est une carte rare ici, puisque les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc voilà, ça c'est un gros boost, et c'est pour toutes vos créatures. C'est vraiment comment dire, le type de carte en blanc qu'on retrouve assez fréquemment. Hein. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu tous les types de cartes, et que vous savez à peu près à quoi vous en tenir, je vais juste vous montrer maintenant la configuration de jeu. Hein. Alors, tout d'abord, vous commencez à jouer, vous allez mélanger vos cartes. Donc, on va mélanger un petit peu, mais j'aime pas trop mélanger les cartes qui n'ont pas de sleeve. Hein, on va mélanger les cartes, mais alors vraiment en mode vite fait. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez demander à votre adversaire de couper, ce qu'il va faire. Hop, voilà. Vous allez vous servir de cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous allez mettre votre bibliothèque ici, sur le côté. D'accord ? Vous prenez vos 7 cartes, vous les regardez déjà. Donc voilà, là vous avez la possibilité avec cette main-là de jouer. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail du changement de main, parce que vous avez la possibilité de le faire. Je ne vais pas vous parler du mulligan, parce que la règle a changé. Moi, à mon époque, on virait tout, et puis on remélangeait la bibliothèque et on repiochait une main de cette carte. Et si ça allait toujours pas, on refaisait la même manip et on repiochait 6, 5, 4, 3, bref. Mais là, la règle a changé. Donc, comme je ne suis pas sûr de l'exactitude de la règle, voilà, on va faire l'impasse. Toujours est-il que là, vous pouvez jouer. À savoir que vous pouvez décider au dé, par exemple, de qui va commencer. Hein, ou dire, bah voilà, je te laisse commencer si tu veux ou pas. Bref. Celui qui commence, ce qui va être le premier à jouer, ne pioche pas. Hein. Au prochain tour, ce sera la personne qui pourra piocher, mais celui qui commence ne pioche pas. Donc, première chose à faire quand vous jouez, c'est, à part piocher, puisque là on va jouer en premier en imaginant, c'est bien entendu vous poser votre terrain. Ok ? Ça, c'est le premier truc à faire. Ensuite, vous avez une phase principale 1, comme on dit, où vous pouvez jouer. Hein, voilà. Donc ensuite, on peut engager ici, puisqu'on voit que là, on a un pionnier elfe, par exemple, et quand il arrive en jeu, on peut mettre en jeu un terrain de base engagé depuis la main. Donc on va poser lui, et on va mettre un deuxième terrain, vous voyez, puisqu'on peut le faire, engagé. Voilà. Donc plutôt pas mal. Donc là, pour l'instant, on voit que les terrains sont engagés, donc on n'a plus de mana disponible, donc plus d'énergie, on ne peut plus rien faire. Et là, vous me dites, ouais, mais cette carte-là, elle est dégagée, donc du coup, je vais pouvoir l'attaquer. Sachant que votre phase principale 1, comme on l'appelle, c'est-à-dire celle qui vient après avoir pioché, hein, et poser vos terrains, donc là, on a la phase principale 1. Après vient la phase de combat, et moi, je vais vous répondre tout de suite, c'est que si votre créature n'a pas la célérité, elle ne peut pas attaquer alors qu'elle vient d'être jouée, il faut attendre le tour suivant. Voilà, donc ça c'est une des règles majeures de Magic, c'est-à-dire que hormis les créatures avec la célérité, toutes les autres créatures qui arrivent en jeu ne peuvent pas attaquer, elles doivent attendre le tour suivant, parce que le sort n'est pas encore résolu. Ok ? Donc voilà, on va imaginer que l'adversaire joue, d'accord ? Et on a une phase principale 2. Hein. Ensuite, après la phase de combat, on a une phase principale 2, c'est-à-dire que vous pouvez rejouer si vous en avez la possibilité. Là, on ne l'a pas, donc c'est au tour de l'adversaire. Du coup, l'adversaire, on va dire qu'il a joué. C'est de nouveau à vous de jouer. Donc ce que vous allez faire en premier lieu, c'est dégager toutes les cartes que vous avez engagées lors du tour précédent. Donc là, ici, on avait engagé que les terrains. Mais ça aurait très bien pu être lui qui soit engagé pour une attaque, ce qu'on va faire maintenant pour que je vous explique. Une fois qu'on a dégagé toutes ces cartes, on vient piocher ici, d'accord ? On se retrouve ici avec un autre terrain, et ici, on a 3 terrains, ok ? Voilà. Et vu qu'on a 3 terrains ici, on a plusieurs choix, d'accord ? Soit on peut jouer ces 2 cartes-là, c'est-à-dire que dans un premier temps,
On va aller chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base, on va la mettre en jeu engagé et mélanger la bibliothèque, et ensuite on va attaquer avec la créature et la booster pour pouvoir faire perdre un maximum de points de vie, soit à l'adversaire, soit à la créature qui bloquera. Soit on peut se décider à jouer cette carte-là, qui a l'air plutôt intéressante. Donc pour 3 mana, on a une 2-2, mais c'est surtout que quand elle inflige des blessures de combat au joueur défense, cette créature peut infliger des blessures de combat au joueur directement, hein, comme s'il n'était pas bloqué, c'est-à-dire que même si votre adversaire bloque cette carte avec une créature, c'est lui qui se prend les dégâts. D'accord ? Donc là, on va se dire qu'on va jouer d'abord une croissance luxuriante, donc pour 2, parce que c'est un rituel, hein, vous voyez, ça c'est un rituel, hein, donc on va la jouer comme ceci, on va engager 2 terrains, on va la mettre dans le cimetière, et on va chercher une carte de terrain de base, comme ceci, qu'on va mettre en jeu engagé, donc ça fait 3 terrains engagés ici, mais ça fait quand même encore un terrain de plus qui intervient dans la partie en votre faveur, ce qui fait que vous gonflez votre possibilité de jouer des sorts beaucoup plus puissants, très rapidement, comme je vous l'ai expliqué pour le vert. Voilà. On repose la bibliothèque, vous voyez que la carte que j'ai jouée, elle, est à côté, face visible, et c'est le cimetière ici. Hein, d'accord ? Et ça, c'est cette configuration-là qu'on doit avoir. Du coup, maintenant, il me reste un mana de libre. Alors, je vais donc terminer ma phase principale dès maintenant, et je vais décider d'attaquer avec Mister, là, le pionnier elfe. Là, on peut pas savoir, hein, puisqu'il y a un adversaire invisible. On peut pas savoir s'il va bloquer ou pas. Mais ce que je peux faire, vu qu'il me reste un mana de dégagé maintenant, c'est jouer cette carte-là, d'accord, en imaginant que lui va me bloquer s'il a une créature. Dans ces cas-là, je lui pète sa créature, parce qu'il a peu de chance d'avoir autant de mana que moi pour booster sa créature à ce stade du jeu, puisqu'on là on est deuxième tour. Et s'il ne me bloque pas, en tout cas, il va perdre directement 4 points de vie. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'une créature est bloquée, c'est elle qui prend les dégâts. D'accord ? Quand elle n'est pas bloquée, la créature qui attaque, elle inflige des dégâts directement au joueur. Ok ? Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais engager un mana supplémentaire, ici, et je vais poser ici ma croissance gigantesque sur la carte, hein, pour bien noter que de 1-1, elle passe à 4-4. Ça devient une 4-4, c'est-à-dire 4 d'attaque, 4 points de vie. Et du coup, vu qu'elle est en position attaque, elle va infliger 4 points de dégâts à l'adversaire. Donc l'adversaire de 20 points de vie, puisque c'est lui que vous attaquez à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que quand vous dites « j'attaque », vous n'attaquez pas telle créature ou telle créature. Vous dites « j'attaque », c'est tout. Ça veut dire que vous allez attaquer votre adversaire, donc le magicien que vous avez en face de vous, et lui va décider s'il vous bloque ou pas avec ses créatures. Mais quand on attaque, en général, on attaque l'adversaire, d'accord ? Sauf actuellement avec les planes mentions spécifiques, on va y arriver, qui dit vous pouvez attaquer le planes ou le joueur. Hein, ok. Pareil pour certains dégâts directs, c'est ou le planes, ou le joueur, ou la créature ciblée. D'accord ? Mais là, en l'occurrence, de base, quand on attaque le magicien d'en face. Voilà. Et c'est lui qui décide de bloquer ou pas, ou même, peut-être, de jouer un sort qui va faire que votre créature va valdinguer. Hein, ça aussi, c'est possible. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, on a pu jouer un éphémère, sachant que, comme je vous expliquais tout à l'heure, on aurait très bien pu jouer cette carte sur le tour de l'adversaire, hein, pour le bloquer, ou pour lui péter, et donc pour lui péter une créature, et pour le prendre par surprise. Mais en l'occurrence, là, comme il nous restait une fenêtre de libre pour jouer cette carte-là, autant en profiter dès maintenant, et lui faire perdre immédiatement 4 points de vie. Cette carte, une fois utilisée, va ici. On a terminé la phase de combat. Je n'ai plus rien de disponible à jouer pour ma phase principale 2, celle qui vient après le combat, donc je laisse mon adversaire jouer. Mon adversaire fait ses petites affaires, on revient sur mon tour, je dégage toutes mes cartes, donc là je me retrouve avec 4 mana, tour 3, sachant que je vais en poser un. Donc ça va faire 5 mana tour 3, vous voyez la puissance du vert. Hein. Et on dégage aussi bien entendu la créature qui a attaqué au tour précédent, très important. Une fois qu'on a dégagé tout ça, on repioche une carte et je me retrouve de nouveau avec un terrain. Je me retrouve avec 5 mana ici,
Par contre, je n'ai qu'une créature en main, c'est ce fameux loup. Donc je vais poser le loup maintenant en phase principale 1, c'est-à-dire celle qui vient après la pioche et avant le combat. Je n'ai plus rien d'autre à jouer, je ne peux plus jouer d'autre chose, donc soit je passe à l'attaque, ok, soit je passe mon tour et je peux attendre aussi sagement, attaquer n'est pas une obligation, je peux attendre sagement de voir comment l'adversaire va faire. Tout à l'heure quand je vous parlais du bleu par exemple, parce que là vous voyez qu'on se retrouve les mains vides et on se retrouve avec rien en main. C'est des choses qui peuvent arriver à Magic, hein, malheureusement. Une des puissances du bleu, de la couleur bleue, et j'ai zappé de vous le dire tout à l'heure, c'est la pioche. Hein. Le bleu fait piocher dans le deck, vous fait avancer, donc vous remplit votre main et vous la diversifie surtout. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas dans les autres couleurs. Hein. Donc ça rend le bleu plus puissant, la pioche. Hein, parce que quand vous piochez, ça vous donne des armes finalement. Là vous voyez qu'on se retrouve limité assez vite, même si on a réussi à mettre 4 points de dégâts au deuxième tour à l'adversaire ici, il est toujours à 16. Et à Magic, tout peut arriver. Voici une configuration sur le deck blanc. Hein. À savoir qu'ici, vous voyez que j'ai 6 mana dégagés, donc là c'est mon tour. J'ai au préalable une créature ici. Hein. Alors cette créature-là est un loup de la toundra, donc pour 1 c'est une 1-1, mais c'est surtout que cette créature a l'initiative, et comme indiqué ici, vous voyez c'est une créature loup. Initiative, cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans l'initiative. C'est-à-dire que vous allez attaquer avec, l'adversaire va défendre, en imaginant qu'il se soit aussi une 1-1. Normalement, si les créatures n'ont pas d'initiative, les deux doivent dégager, puisque les deux encadrés se croisent, donc 1-1 et 1-1, ça fait que les deux créatures dégagent. Sauf que la créature qui a l'initiative, comme elle tape en premier, elle va dégager la créature qui a la même force et les mêmes points de vie qu'elle, en premier, puisqu'elle a tapé en premier. D'accord ? Donc on résout d'abord les résultats des créatures avec l'initiative. Donc ça, par exemple, vous voyez, c'est une créature commune, très puissante, puisque c'est une 1-1 pour 1 avec une capacité forte. L'initiative est une capacité forte. Toujours est-il que, vous voyez ma main. C'est donc à moi de jouer. Je vais poser un 7e terrain. Vous voyez, il y a du monde. Et vous voyez ma main ici. Donc j'ai une créature. J'ai ici un enchantement aura, donc pour enchanter une créature. J'ai ici un artefact. Et j'ai ici un enchantement. Alors, tout d'abord, je vais payer 1. C'est comme ça qu'on dit. Et pour payer 1, j'engage un mana. Et je vais jouer un artefact. Les artefacts, tout comme les enchantements, se posent au-dessus de la bibliothèque. D'accord ? Cet artefact, on va le reprendre, il me dit quoi ? À chaque fois qu'un joueur joue un sort blanc, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, vous gagnez 1 point de vie. Il s'agit de la coupe d'ivoire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un joueur qui joue un sort blanc, c'est-à-dire que ça peut être moi comme mon adversaire, parce que mon adversaire aussi peut jouer blanc, pourquoi pas. Et donc si je paye 1 à chaque fois, eh ben, je récupère 1 point de vie. 1 point de vie pour moi, hein, sur mes 20 points. D'accord ? Donc pour le magicien. Donc, à savoir quand même que l'artefact qui est là, si on avait eu besoin de l'engager pour avoir une capacité, j'aurais pu le faire tout de suite, puisque lui n'est pas soumis au mal d'invocation. C'est comme ça qu'on appelle ça. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une créature ne peut pas attaquer au premier tour, sauf si elle a la célérité, puisqu'elle a le mal d'invocation. D'accord ? Les artefacts n'ont pas le mal d'invocation. Ok ? Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on a quoi ? On a ici un enchantement. Donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, et je vais payer 3. Donc 1, 2 et 3. Du coup, c'est le bazar dans les manas. Hein. Hop, celui-là était déjà engagé. Hop, et 3. Donc du coup, là, vous voyez que je me retrouve avec un total de 4 manas d'engagé, pour l'instant. Voilà. Et je vais poser mon antienne glorieuse, ici, ou voire ici, hein, histoire de ne pas prendre trop de place. Les créatures que je contrôle gagnent +1/+1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec cette carte-là, mon loup de la toundra, qui est une 1-1 initiative, devient une 2-2 initiative. Donc, plus puissante. D'accord ? Et ensuite, pour 3, je vais poser un griffon plongeur, donc pour 2 plaines normalement et 1 mana de n'importe quelle couleur. Ici, je joue du blanc, donc comme ça, c'est réglé. Créature griffon. Cette créature a le vol. Donc,
vu qu'elle a le vol, elle ne peut pas être bloquée. Elle ne peut être bloquée que par des créatures avec le vol ou la portée. D'accord? La portée, c'est quoi? Ce sont des créatures terrestres, comme la plupart des araignées, par exemple, en verre, avec du mana vert, qui peuvent bloquer des créatures avec le vol. Donc une créature qui a la portée peut bloquer une créature avec le vol, une créature qui a le vol peut bloquer une créature avec le vol, les autres non. De plus, attaquer avec le griffon plongeur ne le fait pas s'engager. Alors, c'était la phrase qu'on avait avant, mais en fait, après, par la suite, cette capacité-là s'est généralisée, surtout dans le blanc, et s'appelle la vigilance. La vigilance permet à une créature, lorsqu'elle attaque, de ne pas l'engager. Ça veut dire qu'elle est opérationnelle pour bloquer juste derrière. Donc imaginez un peu la puissance, tout simplement la puissance de cette capacité. Hein. Donc j'engage 3, et je pose le griffon plongeur. Et le griffon plongeur, qui est une 2-2 vol, grâce à mon enchantement, devient tout de suite une 3-3 vol. Par contre, il a le mal d'invocation, d'accord? Il pourra bloquer lors du prochain tour de l'adversaire, par contre, mais il ne peut pas attaquer tout de suite. Par contre, lui peut attaquer de 2 initiatives. Si l'adversaire n'a pas de quoi répondre, il prendra 2, ou alors il me bloquera avec une créature, mais de toute façon, ma créature tapera d'abord à 2 avant la sienne, puisqu'elle a l'initiative. Voilà pour l'exemple en blanc. Dans la main, il me reste un pacifisme, mais j'ai plus de mana pour le jouer, d'accord? De plus, c'est un enchanté créature. Vu que c'est un enchantement, je ne peux le jouer qu'à mon tour. Ça veut dire qu'il va falloir que j'attende mon prochain tour pour jouer ça sur une de ces créatures. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. En gros, la créature de l'adversaire sera sur le terrain, mais elle ne pourra rien faire, hein, d'accord? Par contre, si elle a une capacité activée ou déclenchée, je ne sais plus. Malheureusement, à chaque fois, je confonds. Une capacité qui... remarquez là, de toute façon, il ne peut pas ni attaquer ni bloquer, mais par contre, il peut être engagé pour quelque chose, pour une capacité, où la capacité peut fonctionner, hein, toujours. Par contre, effectivement, il est hors jeu pour le combat. Voilà. Enfin, la créature est hors jeu pour le combat. Je pourrais le jouer au prochain tour. Au prochain tour, je pourrais également jouer mon griffon, qui est ici. Voilà, je pense que je vous ai montré la plupart des choses pour les bases. J'espère que vous avez tout compris, parce que là, tout de suite, là, j'ai pas l'impression d'avoir été super clair. Hein. J'espère vraiment l'avoir été, parce que je souhaitais faire un petit tuto pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans Magic, quoi, et qui osaient pas parce que ils comprenaient pas grand chose. Moi je vous suggère d'essayer avec les bases déjà. Et puis on essaiera de se revoir une autre fois, j'essaierai de refaire une vidéo avec des règles peut-être un peu plus poussées pour rentrer dans le détail sur certaines règles un peu plus précises qu'on retrouve en mode expert, hein, et puis parler des planes, bien entendu, puisque là j'en ai pas parlé. Les planes, ils se jouent comme une créature, hein, et après ils ont des capacités spécifiques que l'on ne peut jouer que comme un rituel, d'accord? Ils ont des points de loyauté en bas. Pour faire grimper ces points de loyauté, on fait une première action par exemple, on peut voir une deuxième, des fois il y a ça sur les planes, ça dépend des planes en fait. Et après, pour avoir des sorts de plus en plus puissants, il faut consommer de plus en plus de points de loyauté, mais là ça devient vraiment un truc de fou. Donc ça, c'est les planes. Mais pour le reste des cartes en général, vous retrouvez ce genre de choses. Vous pouvez, à l'heure actuelle, hein, sur l'édition 2020, acheter les decks monochromes qui sont sortis, parce qu'ils sont quand même d'un level assez accessible, hein. Donc moi je vous conseille si vous voulez vous mettre à Magic, de vous procurer un monochrome déjà pour essayer. Ce sont des decks de 60 cartes, hein. Ici ce sont des petits decks de 40 cartes qu'on avait à l'époque. Ce sont le même type de decks. Ils sont construits sur la base de ce qu'on peut trouver lors des Friday Night Magic, hein, les FNM, où on fait du draft, ou alors des avant-premières. Donc c'est 40 cartes. Ça respecte cette courbe de mana là. Sur les 60 cartes, on est un peu plus poussé, on est un peu plus sur du construit entre guillemets, mais mine de rien, ces decks là monochromes sont très accessibles parce que les cartes sont plutôt simples, plutôt faciles à jouer. Contrairement au deck des blocs parallèles qui sortent, où là, il faut vraiment, c'est expert, vraiment expert. Voilà, donc je vous conseille de commencer par là et puis de voir finalement si ça vous plaît, quoi. Hein, voilà. En tout cas, moi j'étais très content de vous présenter un petit peu les bases de Magic, ce tuto. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai aucune prétention. Ma seule ambition ici, c'est de vous amener à jouer à Magic, parce que c'est vraiment
un super jeu, voilà, à tout point de vue. Il y a l'aspect collection, il y a tout un univers, il y a les illustrations qui sont complètement ouf, et de plus en plus d'ailleurs. Il y a le jeu en lui-même qui est passionnant, c'est super stratégique, c'est un piège, c'est vraiment un piège, mais c'est un superbe piège, voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour une autre Magic Rubric, ou autre d'ailleurs. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.